le ministère des Finances a publié une liste des déserteurs, des gens qu'on ne voit pas au travail. Dans cette liste de déserteurs, on retrouve les noms tels que Mathias Siriko Onangini ou le professeur Viviane Ondoa, qui comprennent. D'accord. Cameroun est formidable. Alors, donc parmi les déserteurs que le ministère des Finances a repéré, les gens qui sont censés avoir fui le Cameroun et qui se trouveraient au Canada, il y a dans le nom du vice-recteur Mathias Siriko Onangini, qu'on n'a pas mis depuis un an, selon ce rapport-là, selon cette liste. Et Viviane Ondoa, qu'on n'a pas vu depuis également, elle est dépassée. Elle s'est exprimée à la télé hier. Mais Mathias Siriko Onangini dit donc, tout le travail que je fais comme vice-recteur, là, on ne voit pas. On ne voit pas. Alors, il semble qu'il y a erreur quelque part, François Séné. Oui, j'ai suivi religieusement mon ancien professeur d'économie et de gestion à soi. C'est le professeur Ondoa Biolé, c'est d'abord quelqu'un de très professionnel et passionné. Donc, et sur lesquels vous voyez, elle est experte en gouvernance. Première chose, ça c'est l'identité actuelle, experte sur les questions d'analyse des politiques publiques. Dites-vous bien que sur ces deux postures-là, si son nom seulement apparaît, même par erreur, c'est grave. Même par erreur. Parce que vous êtes expert au niveau international d'analyse des politiques publiques. Et sur les questions de gouvernance, quand votre nom apparaît sur une liste où on indique que ce sont les déserteurs, les fuyards et ainsi de suite, c'est extrêmement grave pour l'identité et pour la personnalité, pour la crédibilité de ce type de ce type de personnes. Donc, en cela, je l'ai suivi hier et c'était très gênant. Et on la voyait bien embarrassée, où elle indiquait qu'elle ne sait pas. Elle sort régulièrement et naturellement un professeur d'université. Je crois que lui, David, qui a souvent surfé avec ces gens, sait bien qu'ils sont internationalistes. Ils sont toujours en train d'aller enseigner dans un pays étranger, au Sénégal, à Dakar et un peu partout dans le monde. Donc c'est déjà un problème. Et tout cela est programmé et connu dans son agenda. Dans son agenda. Par la hiérarchie universitaire. Voilà. Elle ne sort pas comme toi et moi, on passe ici en fou. Et on salue le policier en passant. Non, c'est pas possible. Non. Donc, il y a déjà cela et bon, pour Onangini, c'est encore plus catastrophique parce que je crois que toutes les images, vous voyez quand même le professeur sur les... Et lui, il ne sort même pas beaucoup du pays. Donc, son cas même encore est plus scandaleux. Il prend le taxi. Il prend le taxi. Lui, c'est quelqu'un d'une sobriété. Vous voyez Onangini traverser la poste centrale. Il y a des moments où on était toujours content de le voir traverser là à pied pour aller emprunter un taxi. Donc moi c'est-à-dire que quand on vous dit que ce type là ça fait un an on ne le voit pas, il y a quand même un problème. Techniquement peut-être c'est de dire ce que peut-être je vais peut-être me répéter ou bien reprendre les propos exacts du professeur Ondoa Biolé qui indiquait que même si c'est une erreur au niveau puisqu'elle dit qu'elle a contacté les services en question, qui lui ont dit qu'on n'avait pas à toucher ou à enlever ou retirer ou ajouter un nom. Donc lorsque c'est arrivé, il fallait simplement transmettre. Et elle indiquait hier que non, au niveau stratégique, quand vous avez des décisions aussi sérieuses à prendre, ce qu'on appelle souvent la gestion des risques et des pressions, quand vous êtes un manager, quand vous êtes un haut cadre, vous ne pouvez pas laisser passer ce genre d'erreurs. Quelle que soit la posture que vous prenez, parce qu'il y a un DAG, il y a un SG, il y a beaucoup de hauts cadres au niveau d'un ministère. Donc on ne peut pas directement parvenir avec ce type de document auprès du ministre pour qu'il appose sa signature. Sans checker. Mais je crois que... Donc, oui, je crois que c'est un souci. Parce que ici, on parle de la présence effective au travail. On ne parle pas de la présence du vice-directeur, du professeur Ondoa Biolé. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un logiciel qui est mis sur pied. Ce n'est plus question de papier, de paperasse. Il y a un logiciel qui est mis sur pied. Le logiciel fonctionne comment? C'est les gens qui introduisent des données. Oui, les logiciels, ne faites pas comme si le logiciel ils introduisent les données. Ils introduisent les données. Oui. Et ces données sont introduites depuis le lieu où vous travaillez. Si vous êtes à un poste et que vous devez signaler votre présence, vous ne le faites donc pas. Et qu'à la remontée d'informations, votre présence n'y arrive pas. Le logiciel automatiquement se met en jour et sort les données. Maintenant, c'est à vous de venir justifier
C'est pas vous de vous plaindre, c'est à vous de venir justifier. Puisque aujourd'hui, vous avez demandé qu'on doit automatiser le travail. Et ça aussi, il faut féliciter le ministre Joseph Lé. Vous avez dit, automatisons le travail. Aujourd'hui, donc, il est automatisé. Vous devez donc vous aligner. Jean-Jean, le logiciel, quand il n'y a pas de beurre, nous sommes en train de parler là d'un vice-recteur. Mais Jean-Jean, un vice-recteur est un fonctionnaire. Nous parlons justement d'un vice-recteur. Qui est un fonctionnaire. Oui. Ou bien un contractuel d'administration. Maintenant, qui doit signaler sa présence? Il peut arriver au bureau tous les jours, faire son job et repartir oubliant l'élément simple. Je ne suis pas en train de dire que Aigle peut ne pas avoir un problème, ou Fichier peut avoir un problème. Mais juste que quand on a automatisé le système, on doit faire ce que moi j'appelle une formation des fonctionnaires à l'utilisation ou à la nouvelle règle de fonctionnement. Jean-Jacques, mais je ne crois pas que... Quand vous avez les indices du genre, tel est absent depuis 1 an, ce n'est pas une erreur. Moi, j'ai dit c'est vicieux ce qui a été fait. Non. Et ça a été fait à dessein. Vous êtes dans le vice, François. C'est vicieux. On se connaît les Camerounais. Permets-moi un peu. Non, écoutez. Et tu vois, tu viens avec une nuance du genre, avec les éléments de sémantique. Moi, je n'aime pas Close Up. Au Cameroun, on est trop fort là-dessus. Présence effective et présence, non. Allez, il faut qu'on arrête avec ça. Quand on est un OCA, quand on est un responsable d'une administration ou bien à un certain niveau, il y a des éléments qui ne peuvent pas vous échapper. Un vice-recteur, c'est pas comme toi et moi qui arrive et qui doit signer un registre à l'entrée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est impossible de penser comme ça. On ne peut pas penser comme ça. Ça, c'est un autre type de management. Donc, c'est des erreurs et ça a été fait à dessein. Et quand on parle de 8000 fuites de cerveau, je dis, est-ce que vous voyez quand même la crédibilité qui est entamée pour un Eric Oronangeli qui doit donner une conférence à Genève? Quand on dit qu'il est considéré comme un fuyard, comme quelqu'un qui n'est pas à son poste pendant 1 an. Vous croyez qu'on va encore aller questionner comme nous on est en train de faire là au niveau de Genève? Non, et ça crée un sérieux souci parce qu'ils sont en incidence. Je vais aller plus loin, Jean-Jacques. En incidence, il y a quelque chose, c'est que le revenu des enseignants n'est pas conséquent au Cameroun. Donc, ce sont ces conférences qu'ils animent, tous ces travaux-là, qui leur permettent aussi de bien arrondir les fins de mois. Donc, François. Une erreur peut être manifeste, ça veut dire que vous partez pour animer une conférence en Suisse à Genève. Je ne suis pas contre. Vous allez, vous sortez, et vous retournez, vous oubliez. Parfois, vous savez, non, vous oubliez de signaler votre... Parce que quand vous partez, quand même, je sais pas, si c'est un système comme ça, on peut vous donner une mission et tout ce qui va avec, mais vous oubliez. Elle remet son passeport à la sortie. On met le cachet entrée, le cachet sortie. C'est simple. Écoutez, c'est là où moi je m'attaque au système camerounais. C'est-à-dire que quand on automatise en amont, il faut qu'en aval, en bas, on automatise donc tout ce qui a trait à la présence ou à l'effectivité de travail. Il faut qu'on automatise donc tout cela pour que cela soit en adéquation avec le système qui est mis en place. Parce que si cela n'est pas fait, là maintenant il faut questionner pourquoi ce n'est pas fait. La procédure c'est quoi maintenant? On a d'abord publié et maintenant il doit venir se justifier. Pourquoi est-ce qu'on ne le justifie pas avant de publier? Là-bas aussi, maintenant, parce que par exemple, on aurait dû le faire ministère par ministère, secteur par secteur d'activité, et se rassurer de ce que dans chaque ministère, le ministre peut-être n'a rien à dire, puisque c'est la fonction publique. Avant de centraliser maintenant les données, on aurait d'abord dû les traiter de façon sectionnée, puis maintenant avant de centraliser, pour maintenant, et on n'aurait pas eu des choses du genre, est-ce au ministère, et quand ils arrivent au ministère, on leur dit, au ministère de la fonction, on leur dit que non, c'est les ADC qui nous ont renseigné comme ça. Non, ça n'a pas de sens. D'accord, lui David Lobert. Jean-Jacques, autant les... Alors, peut-être qu'on va d'abord aller rapidement en Espagne. Notre frère est connecté. Allô, bonjour frère. Bonjour Monsieur Jean-Jacques et bonjour à votre panel. Bon début de semaine, bon début de mois de février. Merci à vous autant, M. Jean-Jacques. D'accord. Par rapport à la problématique de la liste qui a été publiée avec le nom de Madame Biouel et Monsieur Eric Onan, professeur, je crois qu'il y a un problème de gestion des données. Parce qu'on va tout dire, mais si on ne peut pas avoir des données réelles des entrées et des sorties des personnes qu'on voit tous les jours à la télé, des personnes qui sont publiques, c'est vraiment dangereux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui, sans qu'on ait une réelle vérification de ce qu'on dit. Et si c'est publié par un ministère, encore c'est là où c'est plus grave. Ouais. Encore ministère des Finances, on doit se poser encore beaucoup de questions par rapport à nos finances, par rapport à la gestion de nos finances et tout le reste.
parce que je crois que ça doit être l'un des ministères emblématiques quand on parle de la gestion des données, parce qu'il traite des données vraiment sensibles en termes de chiffres et de volume de données. D'accord. Alors que c'est un truc où une simple vérification aurait permis simplement de savoir que bon, il y a une erreur sur le fichier, avec des outils aussi basiques même qu'un fichier Excel. La gestion d'un fichier Excel aussi basique, on pouvait savoir en fonction des notations d'heures et tout que non, là il y a une erreur, là il y a des noms qui ne doivent pas apparaître et tout. Donc on doit revoir, le ministre des Finances doit revoir son administration, revoir des personnes qui traitent ces données-là et vraiment censurer parce que c'est grave. On peut parler peut-être juste en blaguant, mais il y a un préjudice moral, financier et même de crédibilité. Oui. Oui. Donc, ils sont présentés comme des déserteurs. Et quand au Cameroun on dit déserteur, c'est que tu es certainement déjà au Canada. Voilà. Exactement, exactement. Alors que hier j'ai entendu le professeur Biwele dire que ça fait 15 ans qu'elle n'est plus allé au Canada, donc c'est compliqué. C'est à rire et à pleurer en même temps. Oui, c'est vrai. Mais il y a vraiment un manque à gagner de leur côté que l'administration, même si demain on republie notre liste, ne va pas combler cela. Donc, je pense qu'on devrait revoir la manière de fonctionner de ces administrations-là pour pouvoir, à l'avenir, éviter ce genre de scandale. D'accord. Merci beaucoup, frère, d'être là et de participer à ce sujet de ces mises en bouche. C'est lui, David Lobé, qui avait la parole. Alors, Jean-Jacques, autant les recettes fiscales et douanières sont des poches d'approvisionnement de notre économie, autant une opération de toilettage du fichier solde de l'État vise à endiguer ces dépenses farfelues ou malsaines. D'accord. Martial, bonjour. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Allons-y. Bon début de semaine à toi. Merci. N'oublie pas David et Jean-Jacques. Je vais saluer le premier auditeur. Je ne vais pas oublier M. Moubitan, l'ensemble de tous les marcheurs hyperniques qui vous accompagnent. La première des choses, je vous dirais que par rapport à Cabral, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Et vous savez très bien que dans la vie, tout ce que vous faites, les gens auront toujours à dire. Donc le mieux, c'est de faire ce qui vous semble bien et ce que vous pensez être bien. Je pense que quand il n'avait pas félicité, les gens ont parlé et lui-même a reconnu le retard. Mais il a quand même félicité, il a reconnu. Maintenant, si les gens veulent rester là pour dire à quelle heure ils viennent féliciter, ils sont libres. Mais l'essentiel d'abord, c'est de féliciter. La deuxième des choses, c'est de regretter quand même ce que nous avons vu quand même que Mathias, qui était déjà d'abord un fidèle auditeur ici, tout le monde le sait, et dans beaucoup de chaînes de radio, en l'occurrence votre confrère qui le reçoit presque les samedis et les dimanches, nous savons très bien qu'il est toujours dans les plateaux et parfois les émissions de sport dans d'autres chaînes. Mais qu'on advienne quand même à dire qu'il est absentéiste et qu'il serait au Canada vraiment, c'est démontrer que même la télé, on ne regarde pas et même les émissions, on ne suit pas, y compris même Madame Ouélé. Bon, moi, je me dis que c'est des blagues de mauvais goût. Hier, il a dit sur Info TV que vraiment, lui qui fait les programmations de soutenance, lui qui fait par ordre directeur ci ou ça tous les jours, au quotidien, vous savez que l'université, ce n'est pas de tout repos de ce côté-là. Et généralement, c'est eux qui font le travail. Tout à fait. Et on a dit généralement, il n'est pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, malgré tout ce que lui fait, il n'est pas visible. Et si ces gens-là ne le voient pas, c'est qu'ils sont des aveugles. Et c'est des choses même que quand ça arrive à votre niveau, franchement, vous devez appeler des gens pour véritablement vous expliquer pourquoi ce type de noms peuvent figurer dans ce type de liste. Mais moi, ça ne me surprend pas. Vous savez quand même qu'on a fait signer les décrets au président de la République où il y avait les morts qui y figuraient. Donc, ça ne surprend pas tout compte fait. Moi, je me dis quand même que si c'est des blagues, ce sont des blagues de mauvais goût. Maintenant, bon,
Je peux revenir pour la SGS. D'accord, tout à l'heure, Martial, pour la SGS, oui, David Lobé. Alors, le fichier solde de l'État peut être perçu comme l'ensemble de ses citoyens bénéficiant d'une rétribution mensuelle de l'État après un travail fait et constaté. Cela nous amène donc à dire que l'ensemble des fonctionnaires est dûment répertorié sur la base de leur présence effective au travail. Et il y a des pièces justificatives pour attester de ce qu'ils sont effectivement en leur poste. Ce que nous déplorons régulièrement ici, notamment la spectacularisation de la moindre décision, finit par rattraper les laudateurs les plus fous de l'ordre établi. Moi, je ne viendrai pas à la rescousse de Mathias Ouonanguéni. Non, on parle d'un fait. Oui, c'est un fait. Oui, mais il est victime de ce qu'il défend le plus. Non, il ne défend pas ça. Est-ce que Mathias défend ça? Il est victime de ce qu'il défend le plus, Jean Jazé. Nous, régulièrement, avons dit que, tel que le pays est structuré, organisé et dirigé, il y aura régulièrement des stupidités inouïes qui vont rythmer notre quotidien. C'est au terme de cette observation que nous en avons appelé au changement de l'équipe qui dirige ce pays. Vous avez dit que non, il faut aller dans la continuité. Et vous dites quoi de Viviane Ondoa? C'est donc dans cette continuité. Elle n'est pas parmi les laudateurs. Non, elle n'est pas bien évidemment. Pas du tout. Ça fait partie des fantaisies. Ça fait partie des fantaisies du système. On nous a parlé de CJPES, Jean Jazé. On nous parle du règlement du CJPES. On nous parle d'un ensemble de paramètres. Aigle. On est maintenant à Aigle et autres, tout ça. Alors, chaque fois, les responsables en charge de ces questions nous disent que nous procédons non seulement à une informatisation des données, mais davantage à un usage un peu plus fluide et accessible à l'ensemble des Camerounais du processus de suivi de leur carrière. Et il me semble que l'ensemble des fonctionnaires de ce pays ne soit pas de l'ordre de 2 millions. Il n'y a pas 2 millions de fonctionnaires. On est 300 000. Nous sommes 500 et autres. Oui. C'est moins de 50 000. 000. Voilà. Donc, ne fût-ce que contenir et contrôler le nombre de fonctionnaires dans un pays est la chose la plus élémentaire qui soit. Alors, il y a des déserteurs. Oui, il y a des déserteurs. Mais ceux qui désertent sont-ils antipatriotes? Pourquoi il y a cette ruée vers l'étranger? La réponse est claire et simple. Elle est d'ailleurs connue de tous. Parce que les conditions de vie sont difficiles dans ce pays. Alors les gens préfèrent abandonner leur poste pour aller trouver un mieux vivre ailleurs. A-t-on essayé d'endiguer ou de contenir ce phénomène? Au regard des dernières actualités et des décisions qui sont prises ici et là, je peux dire non. Mais ce que je constate, c'est que le fait de mentionner par inadvertance ou par insouciance le nom d'un citoyen qui est régulièrement à son poste est non seulement une faute, mais c'est davantage un discrédit pour l'État du Cameroun. Parce que lorsque vous prenez le cas des sémillants compatriotes dont les noms sont évoqués ici, en l'occurrence le professeur Ouonanguéni et Viviane Mpiolé, ce sont des compatriotes qui se sont offerts à l'œuvre d'éducation populaire et civique des masses. Donc, régulièrement, on les écoute dans les médias pour diffuser la parole constructive qui fait également partie de leur mission intrinsèque en tant qu'enseignants. Parce qu'ils ne doivent pas seulement se limiter dans les amphis, mais également dans l'espace public. Ils doivent partager leurs connaissances, ils doivent donner leur point de vue sur les grandes actualités qui rythment le quotidien de notre pays. En cela, on peut saluer leur posture. Mais il faut rappeler que ils seront victimes d'un système carnassier qu'ils ont régulièrement défendu. Et à ce point de vue, moi je ne suis pas étonné outre mesure, Jean Jazé, parce que ça fait partie des fantaisies qui sont là. Chaque année, on demande aux fonctionnaires
de venir présenter un ensemble Identification, d'identifications. Je dis que chaque parfois année, physique, chaque année, mais vous allez... le fichier solde n'est toujours pas clean. Et quelquefois, Allez, on va essayer de prendre docteur Jean-Moïse Mbok au téléphone. Docteur, bonjour. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous vos invités en plateau. Avant de parler de la situation au port autonome de Douala, Jean-Moïse Mbok, vous appelez pendant qu'on est en train de chuter sur l'affaire du fichier solde de l'État, la liste qui a été publiée, la liste des présumés déserteurs de la fonction publique. On a retrouvé les noms de vos amis, Viviane Ondoa Biolé et Mathias Eriko Onangini, présentés comme déserteurs dans cette liste. La seule personne pour qui j'ai de la peine dans tout ça, c'est le professeur, c'est la dame. Viviane Ondoa Biolé. Madame Biolé, parce que pour le professeur Mathias, je suis d'accord avec l'OB, c'est qu'il ne peut que subir les foudres de sa machine, sa propre machine. Est-ce que c'est le côté là qui supporte? Ce n'est que ce qu'il est en train de, subir. Est-ce que c'est le côté là qui soutient? Non, ce n'est pas une affaire de côté. Vous savez, quand vous avez une pièce, quand vous tenez une pièce à main, pile et face vous appartient quand même. Donc vous êtes en train de dire Achouka au professeur? Ngongoli, on a vu Ngongoli même. Je lui dis simplement du courage. Il nous comprend un peu. D'accord, sauf qu'il est dans la même situation que Viviane Ondoa Biolé. Oui, elle j'ai de la peine pour elle, mais elle sait se défendre. Elle sait se défendre, elle saura gérer. Au Cameroun, il n'est pas professeur qui veut, mais qui peut. Donc, les deux sont capables de se défendre. Mais pour le professeur Mathias, je ris en coin. Je vais lui faire le Congo ça. Je vais lui faire le Congo ça. Je vais lui faire le Congo ça. Que Moïse Mbok rit. Non, le prochain plateau, je vais l'appeler le Canadien. Je ne vais même pas tourner. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Il a du répondant. Il a du répondant. Non, il est prêt. C'est quelqu'un pour qui, pour être plus sérieux, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et je suis simplement peiné qu'il se soit retrouvé défenseur d'une machine qu'il ne maîtrise pas. Parce que il y a cet amalgame qui se fait quand même au sein du RDPC entre ceux qui supportent le chef de l'État et ceux qui supportent la machine RDPC. Et parfois on les mélange tous comme ça. Les soutiens du chef de l'État sont parfois embastillés dans la machine et son fonctionnement gouvernemental et ils sont un peu perdus dans tout ça. Donc le professeur doit simplement voir en cela un message subliminal que ses alliés lui passent. D'accord. Soit tu n'es pas trop aligné, soit tu ne te mouilles pas beaucoup, et il faut te mouiller davantage. Mais il y a un message qu'on lui passe. D'accord. Il y a certainement un message par cette affaire-là. Alors, Moïse Mbok, on passe au scanner, la question du scanning du port autonome de Douala. Au scanner, le fond et la forme. Sur cette affaire-là, quelle est la lecture du spécialiste en communication politique d'abord? Alors, le spécialiste a envie de faire un tour rapide dans l'actualité de Cabral Libye. Ah, d'accord. Et je vais dire une seule chose. Ne pas aller aux élections a la même force dévastatrice que aller aux élections en rang dispersé. Donc, je salue cette attitude. Et comme un des auditeurs disait, mieux vaut tard que jamais. D'accord. On va donc continuer. On va donc au niveau du port autonome. Vous savez, c'est un secret polichinelle. L'État est l'actionnaire, du moins le seul actionnaire de la structure qui est dotée d'une personnalité juridique. Donc, qui a quand même des personnes à qui on a confié la gestion au quotidien. Un directeur général avec une équipe chapeautée par un conseil d'administration qui a 2 tutelles financières et techniques, MINFI, MINTransport. Dans la dynamique, le pas de travail de concert avec le conseil d'administration
fait l'état de ses travaux comme un transport qui, lui, les répercute à la présidence. Voilà comment la signature est faite. Qu'il y ait grief, qu'il y ait problème, qu'il y ait joie, qu'il y ait bonheur, voilà le canal qui est prévu. Maintenant, si le gouvernement, je rappelle simplement que c'est le ministre Alamine Ousmane, de son temps magnifique, qui a signé pour le gouvernement avec la SGS. Oui. Voilà. Si donc il y a un souci, je pense que la chaîne doit être la même. Présidence, mine transport ou MINFI, conseil d'administration, autorité portuaire, DGPAD. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes partout. Il peut y avoir des crises partout. Mais pour peu qu'on ait un peu de bonne foi, le problème se résout facilement. Pendant la campagne électorale, c'est ce qu'on a décrié avec force. On ne voulait plus voir ce genre de problème parce qu'on les a vécus, on les a soupés le dernier mandat. Ça a été difficile de voir le MINSEP et la FECAFOOT traîner l'image du Cameroun dans la boue parce que les deux sont... C'est ce qui a été fait, vraiment. Voilà. Donc, il y a eu tellement de situations incongrues dans le dernier mandat qu'on s'est dit quand même il faut faire du bruit, il faut parler, il faut s'exprimer pour que celui qui va gouverner le pays demain comprenne très bien que les Camerounais sont fatigués du dilatoire. Moi, je l'appelle le dilatoire parce qu'en fait, comme disait Charles Pasqua, c'est l'affaire dans l'affaire. Quand on ne veut pas résoudre les problèmes des populations, on crée une affaire. Mais quand on crée l'affaire, on vous amène à réfléchir. On vous amène à essayer de considérer la chose et ça donne les mots de tête. Parce que je disais sur un plateau samedi dernier que nous ne sommes qu'à 1 mois. Ce n'est qu'un mois. On a 7 ans. Ce n'est qu'un mois. C'est déjà comme ça. Mes amis en plateau ne vont pas me démentir que non. Comme ça, c'est vrai, ce n'est que ça un mois. continue comme Sur ça. 7 ans. Malgré tous les médicaments, des maux de tête, des céphalées, ça va finir en pharmacie. Même Boum François va finir. Même Boum François va finir. Parce que si on n'est qu'à 1 mois, Jean-Jacques, on n'est qu'à 1 mois. Donc, pendant la campagne, il était question que ce genre de choses s'arrêtent. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a créé une lueur d'espoir dans le cœur des Camerounais en disant « Je vous ai entendu. Je ne vous ai pas seulement entendu, j'ai même tendu la main. » Et plus loin, il dit qu'il va même faire un remaniement. Dans les prochains jours. Mais le remaniement était la bienvenue parce que justement, les mêmes acteurs allaient nous livrer les mêmes spectacles. Et l'architecture actuelle de notre fonctionnement, mon cher Loupé le disait, si on garde le même fonctionnement, n'attendons pas un résultat différent. Voilà donc une affaire qui est une affaire de petits copains qui ont leur bill et leur business et leur deal entre eux là-bas. Mais comme chacun est fort et qu'ils savent bomber la poitrine, sortir les yeux, gronder, crier, oubliant que nous sommes aujourd'hui sur la scène internationale et que ce qui se passe au Cameroun se vit ailleurs. Une fois de plus, on nous livre dans un spectacle ridicule, entraînant le Premier ministre dans une affaire qui devait se gérer dans le canevas prévu par les textes. 1. On biaise les textes. 2. La tutelle se donne un rôle qu'il n'a pas. Troisièmement, j'ai cru voir une lettre de la présidence donnant un avis sur la question. Quelqu'un du RDPC m'a dit qu'elle n'était pas vraie. C'est un autre sujet. Toujours est-il que Jean-Jacques, aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais retiennent
le DG du port autonome est dans son droit de dire je veux tel prestataire ou pas. L'État est dans son droit de dire nous voulons plutôt celui-ci et non celui-là. Mais que ça se fasse dans un cadre prévu à cet effet. Vous voyez qu'on est plus dans une affaire de piétiner les textes. C'est ça qui, moi, me gêne fondamentalement. Parce que si on avait respecté le processus, on donnerait l'instruction au conseil d'administration qui allait répercuter au DG pour exécution. Oui. Mais quand on vient attaquer le DG directement, en essayant de passer en force et d'imposer un prestataire, c'est ça qui n'est pas juste. D'accord. Alors, Moïse Bock, ce qu'on va faire, comme vous êtes en train de suivre la radio, vous allez garder l'écoute. On aura certainement 2 ou 3 intervenants, dont l'un est déjà calé. Martial, sur cette question. Moïse Bock va rester connecté. Oui, Martial. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je vous disais que je revenais par rapport à ça. Bon retour, donc. Vous êtes... Merci beaucoup. En fait, vous voyez donc cette histoire-là met encore sur la table le problème des hautes institutions. Parce que vous savez très bien qu'on a vécu ce phénomène de hautes institutions ici, où les gens se posaient la question, sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Est-ce que c'est le président lui-même qui a donné ces instructions? Mais je pense quand même que dans la hiérarchie des normes, parce que quand on vous dit ici que l'État du Cameroun a signé un contrat avec LGS, je pense quand même qu'au port, l'État est représenté par son directeur général, qui devait connaître réellement ce contrat. Même s'il y a des problèmes au niveau du port avec la LGS, le DG se réfère à sa hiérarchie. Vous savez que le port a une double tutelle technique à travers le Minetransport et à travers le Minfi. Mais à quel niveau vous situez dans le conseil d'administration? Il peut également se référer au conseil d'administration. C'est ce que j'en arrivais. D'accord. Pour dire donc, au-dessus donc de ça, parce que là je parle de la tutelle, il y a le conseil d'administration. Maintenant, s'il y a un problème, il se réfère tout simplement au conseil d'administration, donc à son PCA, et directement il pose le problème. Mais quand vous regardez un peu le déroulement de la chose, regardez, même le SGPR, le ministre d'État, il doit normalement écrire au ministre, au secrétaire général des services du Premier ministre pour poser le problème. Mais vous voyez que, comme d'habitude, les flèches partent directement de la présidence de la République et ça atterrit au port. Et maintenant, le directeur du port, vous savez que c'est tout le monde, on dit ça vient de la présidence et sur haute instruction du président de la République, c'est tout le monde qui tremble. Et c'est tout le monde qui prend la décision disant que comme c'est la présidence. Et c'est aussi, ça met aussi ici au goût du jour cette histoire de décret. Parce que je suis sûr que si le DG du port se comporte comme ça, c'est parce qu'il sait que le décret lui vient aussi de la présidence de la République et du président de la République. Ça veut dire que lui, il estime qu'il doit recevoir les injonctions directement de la présidence que ceux qui sont considérés ici comme sa tutelle. Alors, quand vous vous comportez donc comme ça, vous nous montrez la fragilité de l'État qui est dans l'incapacité de pouvoir s'entendre. Voilà pourquoi M. Bock, qui est en ligne là, vous avez bien dit, chacun est, normalement, chacun à son niveau a raison. Mais maintenant, pourquoi ne pas résoudre ce problème-là sans toutefois qu'il y ait trop de remous, sans toutefois que le petit Camerounais sache que le Premier ministre ne s'entend pas avec la présidence traverser le Premier ministre et atterrir au port et ainsi de suite. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Pour conclure, moi je dirais donc qu'il y a donc les clans et les gens voudraient avoir la même mise et le contrôle sur un certain nombre de choses. Voilà pourquoi à un moment donné vous pouvez voir que on peut oublier que l'État a signé un contrat parce qu'on va indexer le président de la République, mais on oublie que le président de la République c'est un légaliste.
et il ne peut jamais aller contre la loi ou il ne peut jamais être hors la loi. S'il y a un contrat qui existe, on commence d'abord par résilier ce contrat avant d'engager une autre société. Mais quand vous résiliez même le contrat, je crois qu'il y a un canevas à suivre pour résilier un contrat. Si vous le résiliez lorsque le contrat arrive à expiration, est-ce qu'il s'agit de résiliation? Non, si le contrat arrive à expiration, on ne le renouvelle pas tout simplement. Mais c'est ce que, là, c'est autre chose. C'est ce que le DG du port a voulu faire. Lui, on me dit que le contrat avec l'État du Cameroun court jusqu'en 2032. Non, ça ce n'est pas. Moi, j'ai le contrat. Le contrat dit qu'il entre en effectivité dès la livraison du 4e scanner qui doit se faire au plus tard le 31 décembre 2015. C'est-à-dire que moins de 10 mois après la signature de mars 2015. Ça veut dire donc qu'il faut redéfinir tous ces contrats-là. Voilà. Il y a un flou quelque part que véritablement ne maîtrisent pas trop ou alors ne connaissent pas trop et qui sont en train de mettre des gens dans des situations que nous sommes en train de voir. Mais pour l'image du pays, pour vraiment, ça s'apparente même à cette histoire de la FECAFOOT avec le MINCEP et votre marque. C'est une nouvelle boue qui commence à bas. On va bien. Merci beaucoup. Mais c'est bon quand c'est entre eux qui nous montrent qu'on ne doit pas respecter les hautes instructions. Merci beaucoup. D'accord, merci de revenir à la charge si vous le voulez. On prend quelqu'un d'autre. Steve Owundi, bonjour. Allô Steve, bonjour. Bonjour monsieur Jean-Jacques Zé. D'accord, allons-y. Bonjour à tout le panel. Allons-y scanner ce qui se passe au port de Douala. Il faut d'abord dire au précédent auditeur là que M. Biya n'a jamais été un légaliste. Hein. S'il était un légaliste, on n'aurait pas les 10 gouverneurs. Les 10 gouverneurs qui sont déjà retraités depuis belle lurette. Il les maintient là. On n'aurait pas les DG des sociétés. Tu pouvais pas les PCA depuis des années et des années qui sont toujours là sans qu'on ne les remplace. M. Biya n'a jamais été un légaliste qui nous arrête avec ces termes qu'on en a marre depuis des années aujourd'hui. Il va revenir. Allons-y sur le fait. Maintenant, je voudrais quand même m'interroger sur un certain nombre de faits, sur le problème du scanning là. Le secrétaire général de la présidence de la République, c'est lui qui convoque la réunion. Mais, une fois la réunion tenue au truc, à la présidence de la République, cette réunion est tenue par son conseiller technique. Je ne sais pas pourquoi, lui-même il n'y était pas. Maintenant, comment ça se fait que les résolutions, n'est-ce pas, de cette réunion-là, que ce soit le chef d'état-major particulier qui répercute ce qui a été dit, ce qui a été arrêté au gouvernement. Moi, je m'interroge. Il faut bien lire les dates de ces différentes correspondances. Parce qu'il y a une correspondance du chef d'état-major qui date de mars 2025. De mars 2025. Oui. Ah, donc c'était pas il y avait déjà ces correspondances. Il y avait déjà ces correspondances-là qui informaient de ce que le président avait donné son accord pour que SGS parte, de mars 2025. Bon. Regardez bien les dates de correspondance. Ça veut donc dire que c'est une affaire qui a commencé depuis alors. Évidemment. Et que maintenant, nous, on vient seulement subir les conséquences par la suite. Mais ce que moi je voudrais dire au-delà, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai suivi quand même dans une radio concurrente à la vôtre les explications de M. Hilaire Zipan, qui nous a donné un certain nombre de détails sur l'opérateur transatlantique et sur la société SGS. Il a semblé nous faire comprendre que la société SGS, sa gestion est beaucoup plus claire parce que l'État, n'est-ce pas, voit beaucoup plus les revenus, c'est-à-dire de l'argent va directement dans le trésor public, alors que l'autre société transatlantique, n'est-ce pas, on ne sait pas, ça va directement dans les comptes du privé. Dans tous les cas, ça c'est un autre niveau d'information et le type qui parle, est-ce qu'il n'a pas un intérêt dans cette affaire-là? Il faut dire que Transatlantique opère au port autonome de Douala et de Kribi.
là-bas. De Kribi, justement. Voilà, de Kribi. Est-ce que parce c'est que là-bas Transatlantique opère déjà à Kribi. Bon, moi, je ne Il n'y a veux pas pas eu savoir un s'il a avis une émis position. sur les capacités techniques de Transatlantique. Il n'y a pas eu de critique à ce niveau-là. Une analyse comparative, Oui. on doit pouvoir avoir les éléments. Comme il parle de revenus, les éléments, combien coûte un conteneur, le scanning d'un conteneur, combien D'accord. vont dans les caisses de l'État et combien et vont... Transatlantique vient avec un voilà. scanning 100%. Donc, voilà, donc il faut... Au-delà des opérations fixes. Seulement avec les chiffres qu'on a de l'eau, qu'on ne peut pas conclure. D'accord. Allons-y très rapidement parce que je vois Paul-Stéphane Monouka. Est-ce qu'il est encore là Oui, je suis là. D'accord. Je suis là. On t'écoute. On t'écoute. Donc, déjà, le monsieur Hilaire Zipa a semblé nous dire qu'il n'y a même pas une véritable traçabilité sur, n'est-ce pas, les prestations de Transatlantique à partir de Kribi déjà. On ne sait même pas qui est le détenteur de Transatlantique. On ne sait pas qui sont les actionnaires. Toi, tu sais On que ne ce sait n'est pas pas vrai, qui est le non? président du conseil Toi, tu sais d'administration. Steve, est-ce qu'on peut s'engager Oui. dans une opération sans avoir les éléments basiques? Où est-ce que Mais l'entreprise vous est pensez que logée? les affaires- Où est-ce que l'entreprise est logée? Qui en sont les propriétaires et les actionnaires? Comment on peut arriver à ce niveau de contrat sans avoir ce niveau d'information? Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait Bon, sérieux? déjà, moi, je vais Est-ce que ce dire n'est que pas un type les qui va affaires- seulement sauver ses intérêts? Il faut rappeler que Hilaire Zipan est un opérateur au port de Douala. Oui, justement. Vous le savez quand même. Je le sais. D'accord. Mais ce que je veux quand Donc, même... est-ce qu'il n'est pas intéressé lorsqu'il fait ce genre de déclaration? Est-ce qu'il n'est pas proche de SGS qui n'est pas Ce que arrivé? je veux- Il faut dire que SGS n'est pas arrivé avec le contrat du scanning. SGS l'a depuis au port. Depuis. Le contrat de scanning savez- est un aspect particulier. Mais SGS était déjà au port. Jean-Jacques, Dieu nous a dotés de quelque chose de magnifique. C'est le bon sens. Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait quand même un déroulé, il donne un certain nombre d'explications. Toi, avec ton bon sens, tu peux quand même savoir si ce qu'il dit obéit à une certaine logique, si c'est vrai ou faux. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, pour chuter, ce que moi je veux dire, c'est que Monsieur Biya, n'est-ce pas, doit être aujourd'hui victime de ces monstres que lui-même il a fabriqués. Ces monstres que lui-même il a fabriqués. Et c'est regrettable, pourquoi? Parce que c'est le peuple camerounais qui va en pâtir. Parce que dans ces guerres-là, il n'y a que le peuple camerounais qui va en pâtir. Parce que lorsque vous avez fabriqué des créatures, vous les avez enrichies, vous leur avez doté de toutes les possibilités. Aujourd'hui, lui-même, n'est-ce pas, qui est presque, je vais dire ça, en agonie, n'est-ce pas, il se sent, je me dis, ne plus avoir les boudées franches pour pouvoir siffler la fin du match et exercer un certain arbitrage. Mais il n'est pas en Et agonie. voilà pourquoi. Il n'est pas en agonie, le chef de l'État. Je le mets peut-être entre guillemets parce que... Non, même les guillemets là ne suffisent pas. Les guillemets là ne suffisent pas. Vraiment, il faut enlever le mot. Il est affaibli. Il faut enlever le mot. Lorsqu'il serait affaibli inactif. par l'âge. Voilà. Il serait affaibli par l'âge. Lorsqu'il est donc inactif, on commence donc à comprendre pourquoi nous autres qui ne voulions plus qu'il soit là, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, qu'on observe ce qu'il se passe et qu'il n'y a vraiment personne pour arrêter la fin de la récréation. C'est regrettable. Steve Owundi, merci beaucoup. Au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Oui, comment vous appelez? Oui, c'est Minjama Tony depuis Ekono. Depuis Ekono. Allons-y. D'accord, allons-y, mon frère. Bonjour à tous ceux qui sont au panel là. Bonjour. Ah, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Vraiment. Et qui? Je vais utiliser les guillemets Non, les guillemets, allons-y prudemment. Parce que c'est un peu comme notre pays est comme un arbitre qui est pris au piège dans le stade, ne sachant plus quoi faire devant les deux équipes. C'est-à-dire, on tape des deux côtés, lui-même il est perdu. D'accord. Jusque-là, ça va. Allons-y. C'est vrai, c'est terrible. Scandale après scandale, scandale après scandale. Tous les espoirs même qu'on nous a donnés depuis l'élection, et après lorsqu'on a prêté serment, tous ces espoirs même sont déjà tombés. Là, je dirais comme les autres que vraiment notre pays est pris en otage.
ou alors la présidence est prise en otage, ou même le président est pris en otage. Voilà. On est fatigué. C'est quand même compliqué ce qu'on vit là. Merci beaucoup mon frère, il est dépassé. Et vraiment, s'il avait aligné tous ces guillemets là. Oui, Moïse Bog, rapidement. Voilà, tu as écouté les uns les autres. Voilà, rapidement, je veux simplement rappeler aux Camerounais que le dilatoire n'est pas nouveau. C'est même une attitude du parti au pouvoir. Il faudrait donc que personne ne se laisse détourner de l'essentiel. L'essentiel étant aller aux élections locales, parce que les députés, les maires, les conseillers, on doit les remplacer eux tous. C'est là qu'on doit garder les regards fixés. Tout ce qui se passe autour, c'est pour embrouiller les gens. Je suis d'accord, docteur. Qu'on ne se laisse pas embrouiller. Je partage totalement. Laissez-les faire leur bagarre, parce qu'après, ils partent boire leur champagne entre eux, ils rient entre eux. En fait, ils nous tournent en bourrique. Donc, on ne les suive pas. Allons à l'essentiel. Merci. D'accord, merci d'être passé par là. Est-ce qu'il va réussir à nous avoir... Il a déjà essayé sur toutes les lignes, Paul-Stéphane Monoga, sur cette question. Oui, Jean-Jacques, je voulais indiquer que j'étais d'accord avec le docteur Mbok sur un aspect. Le DG du port est dans son rôle. Quand vous prenez le courrier, vous voyez la date que vous avez encore révélée tout à l'heure, c'est le 13 c'est mars 2025. Le conseil d'administration devait se tenir quand? En juin. Quand vous voyez l'agenda, et dans le conseil d'administration, il y a un représentant du Mintransport, il y a un représentant du Minfi. Oui. Donc logiquement, et qui donne mandat à un DG d'exercer, c'est le conseil d'administration. On valide vos comptes, on valide votre gestion et on vous donne encore des nouveaux objectifs pour les questions de performance et de plus d'impact. Donc à la réalité, si vous prenez par exemple le cas où le DG du port a soldé le contrat avec Bolloré, il allait gagner ce procès jusqu'à Paris. Qu'on ne vienne pas nous montrer, qu'on ne vienne pas nous ventiler à la télévision que non, vraiment, on ne veut pas les procès. Non, il allait. Il a demandé à Bolloré de partir. Je crois qu'il est allé jusqu'à Paris. Il a gagné ce procès. Donc, et quand il revient, si vous voyez bien la logique du DG, le DG est cohérent. Il est dans son rôle. Je vous assure que sur les questions de management, le DG est normalement dans son rôle. Et en début d'année, il vous dit que le contrat de la SGS, il met fin à cela et il met un nouvel opérateur. Le nouvel opérateur doit commencer quand? Et il faut voir ici que on indique toujours que les managers ils managent au quotidien avec la pression, les risques et tout. Donc ils n'ont qu'une année pour exercer. Et ils sont évalués en fin d'année selon les objectifs, selon les indicateurs de performance et tout ça. Donc on ne peut pas demander au DG. Je doute fort qu'il ait pris cette initiative par lui-même. Parce que je dis, le conseil d'administration lui a certainement donné quitus. Et il a posé l'acte qui faisait que puisqu'il y a eu un oui en mars, le conseil d'administration en juin, c'est normal qu'en décembre qu'ils vous disent que monsieur partait et j'installe quelqu'un d'autre. Donc ici, mais maintenant vous verrez contester. On dit on indique qu'il y a un représentant du ministère des Transports dans le conseil d'administration. Mais ça veut dire que le ministre lui-même vient d'avoir désavoué son propre collaborateur. Donc il y a un problème de cohérence et de coordination. Problème de cohérence, de manque de concertation au très haut niveau de l'État. Paul-Stéphane Monoga, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour aux panélistes en studio, bonjour aux panélistes en studio, bonjour à vos auditeurs et à vos internautes. On t'écoute Paul-Stéphane. Oui, par rapport à l'affaire SGS, c'est justement une affaire qui ressemble à celle de l'affaire Kafou. Et ça démontre une fois de plus que le pays est davantage gouverné par le réseau et que le réseau a pris le dessus justement sur le droit et même, j'ai envie de dire quoi, sur les effets de la bonne gouvernance. Parce que quand vous observez en réalité, c'est deux clans qui s'affrontent en réalité. Oui. Un clan veut montrer à l'autre que dorénavant c'est moi qui contrôle le pouvoir, et l'autre clan veut montrer que tu te détrompes, ce n'est pas toi qui contrôle le pouvoir, parce que quand vous lisez le nouveau décret qui réorganise l'activité du port autonome de Douala, le décret de 2019 qui abroge celui de 1999, quand vous lisez l'article 7,
qui définit les missions du directeur général du port. Et vous lisez l'article 35 qui abroge justement le décret de 99. Il n'y a même pas débat, le DG est dans son rôle. Il n'y a même pas débat. On ne devrait même pas être en train de débattre. Le DG est dans son rôle. C'est à dessein que certains veulent ignorer ce décret. Effectivement, puisque ce décret réorganise. On parle bien de réorganisation parce que c'est le décret de 99 qui organise. Or, le décret de 2019 qui vient abroger celui de 99 réorganise le port autonome de Douala et donne des compétences ou alors réajoute des compétences au directeur général du port autonome de Douala en son article 7. Et l'article 35 du même décret vient vous dire que tout ce qui existait avant là est abrogé. Et la loi n'est pas rétroactive au Cameroun. Absolument. Ça veut dire que le DG du port autonome de Douala est effectivement dans son rôle. Parce que quand on convoque même également l'annexe 3 du contrat que vous avez signé, et quand on essaye de faire une interprétation juridique ferme, la prise d'effet de ce contrat, c'est depuis le 31 décembre 2015. Oui. Parce que l'annexe 3 est péremptoire. On vous dit au plus tard le 31 décembre 2015, le 4e scanner doit être posé. Ça veut dire que la prise d'effet, c'est le 31 décembre 2015. Ça veut dire que tout le bavardage qu'on vous dérange avec depuis là, c'est simplement parce que chacun est là pour défendre sa part. Vous voyez que le professeur Hubert Mounongano avait raison quand il parlait de mapatisme. Voilà mon point de vue par rapport à cette situation. Merci beaucoup, Paul Stéphane. C'est toujours bien d'aller lire les textes. Parce que oui, clan d'accord, mais il y a quand même d'abord les textes qu'il faut lire profondément pour comprendre. Le ministre des Transports a dit que oui, le contrat disait que ça entre la mise en œuvre effective, c'est à la livraison du 4e scanner qui a été livré en 2022 et donc c'est à partir de 2022 qu'on doit placer le curseur et le contrat va s'achever en 2032. C'est-à-dire un contrat initial de 10 ans va se retrouver à 17 ans. 17 ans. Lui, David, qu'on nous prenne quand même un peu au sérieux, non? Jean-Jacques, il faut saisir cette affaire de façon simple pour la comprendre. C'est vrai qu'on va convoquer ici les textes, mais au-delà des textes, il faudrait une réflexion élémentaire. Quel est le rôle d'un DG? C'est de gérer de façon saine et fructueuse les structures dont il a la charge. Il est mandaté dans sa mission par le président de la République. Alors, dans le cas d'espèce, le DG du port dit que, en termes de rentabilité et d'efficacité, la société SGS n'entre pas en droite ligne avec sa perception de la marche du port. Et il dit qu'il lui préfère un autre opérateur. Alors, la première des choses, c'est que le conseil d'administration et sa tutelle devraient l'écouter sur les fondements qui motivent son choix. Parce que dans l'un ou l'autre cas, toutes les parties prenantes autour du port sont les membres, sont des Camerounais et des apparatchiks, même de ce régime. Parce que lorsqu'on vous dit qui est le président du conseil d'administration de la SGS, c'est le ministre René Manuel Sadi. Voilà. SGS c'est privé, non? C'est privé. C'est privé. C'est une entreprise privée. Filiale de Bolloré. Bon. Il est membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ancien secrétaire général de cette formation. Donc, la première posture... Ancien proche collaborateur du président de la République. La première posture du ministre Sadi doit être une posture de clarté et de transparence chaque fois que son image et sa personnalité sont collées à la gestion d'une structure. Le ministre Sadi devait être effarouché qu'on dise ce qu'on est en train de dire de la société dont il préside le conseil d'administration. Je vous dis que une autre personne, oui. Les gars non Djoumessi, oui. Ouais, je vous dis, les mamans Madeleine, Tchouente, oui, j'allais accepter. Pas le ministre René Sadi, proche collaborateur du président de la République pendant des dizaines d'années, secrétaire général du parti au pouvoir pendant plus de 5 ans,
membre du bureau politique de ce, ministre de l'administration territoriale, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc il porte la parole sanctifiée, la parole propre. Malheureusement, voilà le ministre qui est embourbé dans une situation chaotique. Alors, il y a autour de cet imbroglio du mensonge, Jean Jersey. Parce qu'à la vérité, il y a un texte qui dispose que, après livraison du 4e, comment on appelle ça, scanner, le contrat aurait été. Mais lorsqu'on prend connaissance des correspondances qui sont énoncées ici et là, on a comme l'impression qu'il s'agit de toute autre chose. Moi, j'ai là sous la main la correspondance de monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre. Et je dis rapidement là, j'ai l'honneur, il s'adresse là à madame le directeur général de la SGS. J'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du Premier ministre, chef du gouvernement, vous demandant de bien vouloir vous rapprocher de la direction générale du port autonome de Douala en vue de la reprise effective conformément au contrat vous liant au gouvernement des opérations de scanning des marchandises au dit port dès le vendredi 30 janvier 2026. Donc en 2026. Bon. Conformément au contrat qui vous lie à la République du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a du moins un contrat. Mais quels sont donc les termes de ce contrat? Est-ce que ce contrat est frappé de forclusion? D'après ce document, non. Il y a eu tentative de rupture du contrat qui n'a pas été validée en amont. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puisque nous avons d'une part un directeur général intègre, efficace et efficient dans la gestion de son entité, qui pose clairement les fondations de sa vision et de sa gestion. D'autre part, vous avez des structures satellitaires et même parasitaires, parce que il dit que ces gens-ci me dérangent et ces gens ne participent pas à une optimisation des ressources. C'est ce que le DG nous dit. Oui. Alors, on voit tout d'un coup les mammouths sortir des buissons. Vous avez d'une part le SGPR qui est là dans des correspondances et convocations de réunions. Vous avez le ministre des Transports. Vous avez, et enfin, le Premier ministre. Ils sortent pour gérer quel problème? Quel est le problème? Parce qu'au fond, quel est le problème? Notre compatriote Cyrus Ngo dit que pour une transparence établie dans ma gestion, je pense que voici une entrave en la société. Comme il avait fait avec DIT. Comme il avait fait avec DIT. Oui. Il motive les raisons de sa position. Mais les autres de la hiérarchie viennent convoquer strictement l'aspect contractuel. Le contrat. Il y a le contrat. Il y a le contrat. Même si on lit bien la dernière correspondance du secrétaire général, qui dit que bon, que SG reprenne, mais commencer à voir comment trouver un autre opérateur pour s'occuper des pans qui ne sont pas... Le fait de DG, lui, il a même déjà trouvé un opérateur. Allons plutôt scanner cet opérateur pour voir si cet opérateur répond aux exigences. Allô, Martial? Oui. Bien là. Parce que j'ai écouté... Oui. Mais je vais déjà d'abord dire à mon ami qui a dit que Paul Biya n'est pas légaliste, de savoir que quand nous intervenons, chacun a sa posture et sa position. Voilà. Il ne s'accroche pas sur la mienne pour fonder la sienne. Il vient dire lui-même et il assume lui-même que Paul Biya, chacun a ses arguments. Moi j'ai dit et je peux prouver ça par certains arguments que j'ai. Maintenant, si lui il estime qu'il n'est pas légaliste, il a aussi sa part. Il n'entrerait pas dans ça. Au chômage, parce que... Maintenant, je voulais dire à lui, David, que traiter ça de la sorte, pour moi, en fait, dans ce que tu dis, c'est comme si tu prends déjà un parti. Or, le problème qui est là, il n'est pas encore fini. Hein. Même comme le Premier ministre a semblé apaiser les partis. Mais moi, je sais qu'il n'est pas encore fini. Il est même encore entier et parce qu'il y aura les rebondissements par rapport à ça. Alors, donc moi je pense ici que les Sadi ne pouvaient pas aussi se déplacer pour rien. C'est-à-dire qu'il est quand même très haut commis de l'État et l'un des anciens d'ailleurs. Ça veut dire que s'il sort, même sa posture de porte-parole du gouvernement,
doit lui permettre ou peut lui permettre d'être là. Ne serait-ce que... Mais là-bas, il est intéressé. Il est le PCA d'une entreprise privée. Oui. C'est un peu embarrassant son rôle en ce moment-là. Il y a ses donc intérêts, soit là, il y a sa société qui est canardée, il est ministre. Voilà donc pourquoi il doit être là. Vous voyez donc l'incongruité généralement que on dégage souvent ici, que les ministres sont parallèlement les PCA. Et vous voyez, ça permet donc à ce que parfois on ne sache pas à quelle posture il peut se retrouver là-bas, en tant que PCA ou en tant que ministre, ou alors en tant que les deux. Donc dans tous les cas, moi je pense tout simplement ici, quelqu'un l'a si bien dit, que vraiment, quand les gens se donnent les coups en très haut lieu, véritablement, il ne faudrait pas que nous, on se gêne parce que c'est pour nous distraire aussi quelquefois. Mais moi, je dis tout simplement que la situation-ci, quand même, moi, je pense qu'il y a un jeu d'intérêt qui est caché quelque part là-dedans. Et c'est ce jeu d'intérêt que vous voyez, la mobilisation qu'il y a là. Parce que pour être honnête, quelqu'un vous a parlé des articles là tout à l'heure et les réorganisations du port. Je suis d'accord avec lui. Mais le problème donc maintenant ici, c'est que quand bien même il y a réorganisation ou un certain nombre de choses, il faudrait quand même qu'il s'asseye. Il voit clair. Même s'il faut qu'on résilie le contrat de SGS, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de tapage pour cela. Le directeur dit, ces gens-ci me dérangent. Ces gens-ci ne font pas le travail qui leur est assigné. Mais par conséquent, moi je suggère qu'ils ne soient plus là. Maintenant, comme nous connaissons comment ça se passe, il y a des sociétés parallèles ici où parfois on vous dit non, c'est une société étrangère avec l'expertise étrangère. Or, par derrière, ce sont nos frères camerounais qui se cachent là derrière. Donc, à un moment donné, on peut trouver une société comme ça avec vraiment les intérêts qui ne sont pas avoués officiellement. Mais si elle est performante. Même si elle est performante. Mais le plus important, c'est quoi? Qu'elle soit performante ou pas? Non, c'est qu'elle soit performante, bien sûr. Parce que vous savez très bien qu'on vous parle d'un problème de conteneur d'armes qui serait entré sans toutefois qu'on sache un certain nombre de choses. Oui. De l'autre côté, on vous parle même des douaniers qui laissent vraiment que le rapport vienne de SGS, mais qui veulent aller contrôler directement ce qui doit entrer. Vous voyez, il y a les enjeux énormes et nous connaissons qui tient les douaniers. Donc, c'est pour dire que cette situation-ci, vraiment, c'est une situation que c'est la femme qui nous dira qui réellement a raison. Mais moi, je vous dis pour sortir là, qu'il y a des gens qui veulent tout contrôler à l'heure actuelle. Parce que quand un lion vieillit, mettez ça dans la tête, même le sien est capable de lui ôter la moustache. Et aujourd'hui, on se rend compte que certainement la faiblesse du président permet aujourd'hui à ce que les gens cherchent à avoir le contrôle sur un certain nombre de choses. Et voilà, quand ils trouvent donc d'autres plans qui contrôlent en avance ce type de choses, ils sont obligés maintenant de clasher. Et quand ça clash donc, ça vient nous retrouver là où nous sommes. Et ça nous démontre donc que l'État est fragile à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci Martial. On se retrouve certainement demain. Georges Rabé avait un point là-dessus, petite réaction par rapport à cela. Il y a un contrat qui existe, ça c'est une certitude. Il y a des décrets qui existent, mais on a quand même été surpris que le contrat soit lu tel que certains membres du gouvernement l'ont présenté. Oui, il faut dire que on parle là vers certains auditeurs ont rappelé le problème fait qu'à Foot Minzep, parce que c'est vers ça qu'on y va, et parce que je ne vois pas le directeur général du port Cyrus Ngor accepter que SGS reprenne son contrat, parce que lui, avec on aurait même appris qu'il y a déjà les installations ont été démantelées. Ce n'est pas possible d'imaginer que SGS reprenne. Ce n'est pas possible à l'état actuel, parce que Cyrus Ngor quand même, il a le bilan qui parle en sa faveur, et du coup, lui qui a une bonne vision et qui était auparavant, vous l'avez dit, conseiller technique au Premier ministère en charge des questions portuaires, ça veut dire qu'il connaît le dossier, et je pense même qu'il était même parmi ceux qui ont travaillé sur le dossier. Je crois qu'à l'état actuel, il sait ce qui se passe là-bas, parce que si on lit le contrat de fond en comble, on va comprendre juste que le ministre des Transports a fait vraiment du ministre des Transports. Ça veut dire qu'il est venu mentir les Camerounais, parce que à la lecture du contrat, non, il a fait une mauvaise interprétation du contrat, parce qu'à la lecture du contrat, on se rend bien compte que le 4e scanner devait être installé depuis belle lurette et ça n'a pas été fait. Donc du coup, cela n'annule pas, cela ne proroge pas automatiquement le contrat de SGS. Mais je crois quand même que là, une fois de plus, les hautes instructions vont encore prendre un coup au Cameroun, parce qu'on
on a pu savoir qui fait quoi et qui doit faire quoi au Cameroun. Parce que tout le monde aujourd'hui est devenu les hautes institutions, un oui ou un non. Mais la République centrale doit réagir. Sinon, même si forme un gouvernement, quelqu'un l'a dit, on va finir par ne pas croire. Parce que là, on ne sait plus où on en est. Il faut faire confiance à qui? Il ne faut pas faire confiance à qui? Ça devient un peu compliqué dans cette affaire. Jean-Jacques, ça c'est une digression par rapport au contexte actuel. Je suggère aux Camerounais d'aller, comme le docteur Mbok l'a dit, aux élections, se préparer pour aller aux élections locales et législatives et municipales qui arrivent. Parce qu'en réalité, nous sommes même, il y a des juristes qui nous suivent. Nous sommes en plein dans le dol même. Il y a des manœuvres frauduleuses, il y a des mensonges, il y a des fausses déclarations, il y a les intentions implicites, tacites de manipuler l'autre partie. Donc, à la réalité, vous ne pouvez pas dire que une disposition évoque la mise en place d'un 4e scanner au 31 décembre 2015, vous venez le positionner en 2022 et vous dites que c'est là que votre contrat plan est fait pour 2032. C'est prendre tout le peuple camerounais pour je sais pas moi, pour un troupeau de panuges. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de penser comme ça. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous prenez les aspects de management, je dis et j'insiste là-dessus, on ne peut pas, monsieur, et Paul Stéphane l'a bien fait tout à l'heure, parce que je viens de parcourir justement la loi en question. Non, le ministre est dans ses missions, il est dans son rôle et le DG est dans son rôle et avec la validation du conseil d'administration, il n'a rien à dire. Donc fatalement on doit le laisser travailler et il est même cohérent puisque en mars de 2025, il a le oui. En juin, il a le conseil d'administration. En fin d'année, il vous demande de partir. Vous lui demandez à 30 jours plus tard, ayant d'installer une autre structure, de ramener l'autre partie. Là, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas uniquement le cas FECAFOOT, Mincep. Il y a Ketia Koutes à qui on avait refusé d'ouvrir les portes avec le DG du Kansik au niveau d'un fou. Donc ce n'est pas nouveau. Les ministres qui partent chercher. Mais Ketia Koutes qu'on vient d'octroyer la personne des marchés de gré à gré de 21 milliards pour 21 000 lampadaires dans tout le Cameroun. Donc les ministres qui partent chercher à travailler à la place des DG, il faut stopper ça. Restez dans vos missions et dans votre rôle. Elle était arrivée. Attendez les évaluer. Les échéances pour évaluer un DG. Voilà. Donc, le directeur du Kansik, on a bien vu ça. C'était pas facile à digérer. Oui. Vous avez bien vu, le directeur du Kansik avait dit n'ouvrez pas. Et c'est normal, puisque vous ne pouvez pas vous lever de Yaoundé, vous traversez le boulevard du Vin, mais vous me laissez ici pour aller vous retrouver en fou. Pour aller ouvrir les sites pour dire que non, est-ce qu'on va poser le parapet et tout ça. C'est pas son rôle. Donc, c'est un problème au Cameroun. Les ministres veulent déjà les places des DG, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'argent à cette niveau-là. Le DG aussi a un bien gros salaire par rapport aux ministres. Bon. Non, mais... Les salaires des ministres. Chacun a eu le... Si vous me le permettez, en une seconde. Vraiment une seconde. J'aimerais féliciter les promus à la SNH, effectivement, que je félicite au passage, parce que on a pas le temps de le faire. Madame Mondiki, qui est conseiller technique numéro 2, il faut féliciter cela et regarde en même temps sa fonction en charge des affaires juridiques de SNH. Il y a 2 noms que j'aimerais féliciter au niveau des finances, sur le duo féminin. Madame Corinne Ayayi, dans le nom, je veux que Ayayi, ça me parle. Oui. Voilà, et Saoudatou Lambarang. Les noms. C'est pas un signe de bonne gouvernance. C'est pas un signe de bonne gouvernance. Ayayi. De la mademoiselle Saoudatou Lambarang. Labarang Ayayi, ça nous parle. Voilà. Donc du coup, il s'est allé féliciter aussi au passage pour dire que merci pour leur nouvelle fonction. Moi, c'est avant-hier que j'apprends que Madame Nathalie Moudjiki n'exerçait jusqu'alors que la fonction de directeur des affaires juridiques. Parce que je l'ai vu tellement aux avant-postes, je l'ai vu s'asseoir. Je l'ai vu... Bon... Elle n'est pas elle est CEO. Ouais, je la vois tellement aux avant-postes que j'étais obligé d'aller jeter un coup d'œil sur l'organigramme de la SNH pour voir s'il y avait un administrateur directeur général adjoint. Non, elle n'était pas adjointe, elle était représentante. Oui, je vous dis que c'est parce que j'étais perturbé que je suis allé jeter. Donc ça veut dire qu'elle est représentante du directeur général, de l'ADG. Ah, ok. Cumulativement avec ses fonctions de directrice des affaires juridiques.
Et ensuite, elle a eu une autre... Conseiller technique numéro 2. Deuxièmement, elle est conseillère. Donc, ça veut dire qu'elle est représentante personnelle. Non, représentante, c'est là déjà qui désigne. Oui, bon, À une cérémonie précise. Oui, bon, ok. Bon, il a fait avec une telle récurrence que finalement, dans les usages, elle est représentante. Vous aimez le français. Nathalie Moudiki est le boss là. Le patron. Vraiment, il y a glissement de pouvoir. De plus. Sous l'oreiller. Hein? Ça se passe là-bas. Ça se passe, tout se passe Elle a là-bas. été présente à des cérémonies, même qui traversaient les frontières du Cameroun. C'est elle qui allait. Du vice-président équatorien. Voilà, c'est elle qui est partie. C'est elle qui. C'est elle qui a accueilli. Yes, Cameroun. Nous, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre marché sur la capitale. Très bonne journée.